Maintenant, je redonne la parole à la députée de Melle-Île pour votre droit de réplique pour 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Alors, j'ai bien entendu la ministre parler de parole versus d'action. Et elle a dit aussi que c'était mathématique. Alors, je vais faire des mathématiques avec elle. 3,5 milliards qu'elle a dit que le gouvernement libéral avait investi en logement. 6,9 milliards son gouvernement. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Mais elle a oublié de dire qu'il y avait eu un apport phénoménal du fédéral dans ce 6,9 milliards, ce qu'il n'y a pas eu dans le 3,5 milliards précédemment. Elle a aussi oublié de faire la mathématique de la hausse des coûts de construction qui ont doublé entre un et l'autre. Alors, si on le fait au prorata, il y en a moins d'argent qui a été investi parce que le fédéral a mis presque la moitié de ces sommes. Alors, sans le fédéral, on peut dire qu'il ne se serait pas construit grand-chose au Québec sous la CAQ. D'ailleurs, j'avais démontré que le nombre d'unités qui a été construit à chaque année en moyenne durant le mandat de la CAQ était sensiblement moins élevé que celui qui avait été construit à l'époque du Parti libéral. Mais c'est sûr qu'on a oublié ce qui s'est construit dans le passé. Mais les groupes en habitation, eux, n'ont pas oublié ce qui s'est fait dans le passé et reconnaissent qu'il s'est construit beaucoup de logements sous le Parti libéral. Et vous savez quoi? Il n'y en a aucun qui s'est construit en termes de logement social sous le gouvernement de la CAQ. Depuis 2018, il n'y a pas eu de logement social qui s'est construit. On fait du logement abordable, mais on ne fait plus de logement social. Alors ça, c'est la réalité du gouvernement actuel. Et cette réalité-là, qu'est-ce que ça mène? Bien, ça mène vers une hausse fulgurante de l'itinérance, un premier recul en 50 ans de l'accès à la propriété. Il y a eu des mises en chantier, malheureusement, qui ont été faméliques pendant plusieurs années. Ça, c'est la réalité, Madame la Présidente, du bilan caquiste en habitation. Alors, c'est mathématique, comme l'a dit la ministre des Affaires municipales. Merci. Merci, Madame la députée. Nous allons maintenant procéder au deuxième débat qui portera sur une question adressée par Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve à Monsieur le ministre du Travail concernant un projet de loi projeté par la CAQ. Monsieur le député, je vous cède maintenant la parole pour une durée de 5 minutes. Merci, Madame la Présidente, très appréciée. Je suis content de retrouver mon collègue, le ministre du Travail. On a eu un bel échange hier sur ce dossier-là. On a eu des échanges ce matin aussi sur un autre sujet. Il me fait travailler beaucoup, le ministre du Travail. Il me garde en santé, il me garde en forme, il me garde avec l'acuité intellectuelle au maximum, je pense, et pour ça, je le remercie. Le bout où je le remercie un peu moins, par contre, je commence toujours par des fleurs avec M. le ministre. Le bout où je le remercie un peu moins, c'est le contenu qui s'en vient devant nous. Comme vous le savez, Madame la Présidente, j'ai révélé un document, un projet de loi qui est travaillé en ce moment par le gouvernement, qui est travaillé sans l'accord des partenaires. Hein. Ni les patrons, ni les syndicats n'ont été impliqués dans ce travail-là, alors que d'habitude, un gouvernement, le ministre a donné l'habitude aussi, comme tous ses prédécesseurs d'ailleurs, de travailler des grosses réformes en droit du travail de manière consensuelle, de manière collégiale, en soumettant notamment au CCTM, hein, le Conseil consultatif du travail de la main-d'œuvre, des idées de réforme. On l'avait fait dans la réforme de la santé et sécurité au travail. On l'a fait dans à peu près toutes les réformes qu'on a travaillées ensemble, le ministre et moi. Celle-ci, elle n'est pas soumise à discussion, Madame la Présidente. Celle-ci, elle est déjà écrite, la loi. On la connaîtra très certainement la semaine prochaine. Les paris sont ouverts. Ça ne sera pas mardi parce qu'elle n'était pas au feuilleton aujourd'hui. Mercredi peut-être, jeudi, au plus tard, au retour de la semaine de circonscription à la fin octobre, j'en suis convaincu, on aura une belle surprise d'Halloween avec cette réforme-là. Cela étant dit, le ministre, donc, n'a pas travaillé avec les partenaires. Pourquoi? Parce que ce qu'il nous apprête à nous livrer est un cauchemar administratif. L'essentiel de mon échange tournait alentour de ça. Ça va être très compliqué d'appliquer cette réforme-là, mais je vais concentrer les 5 minutes que j'ai avec M. le ministre aujourd'hui sur d'autres aspects. Parce que le ministre n'arrête pas d'utiliser l'exemple d'assemblée à 1h et 2h du matin pour justifier son projet de loi. Or, moi, là, j'en ai organisé des votes, que ce soit des votes réguliers ou des votes de grève ou des assemblées annuelles. J'ai été dans le mouvement syndical, dans le mouvement associatif, dans le mouvement étudiant. Je sais à quoi ça ressemble une assemblée étudiante, une assemblée syndicale, une assemblée communautaire. Tu veux que le monde vienne. Tu n'organises pas une assemblée en pleine nuit. La seule raison pour laquelle il pourrait y avoir une assemblée en pleine nuit, dans le domaine syndical, Mme la Présidente, c'est s'il y a des travailleurs et des travailleuses qui sont sur un chiffre de nuit. Vous ne ferez pas une assemblée en pleine journée parce qu'ils sont en train de dormir. Donc, j'espère qu'on va permettre
aux syndicats de faire des assemblées de nuit pour ceux qui ont des chiffres de nuit et qui ont envie d'aller voter sur leur convention collective, parce que le document que j'ai révélé n'était pas tout à fait clair à cet aspect-là. Ensuite, il n'y a qu'un seul exemple à nous livrer, puis c'est le fameux vote sur la ratification de la convention collective, de l'entente de principe plutôt par les syndicats de profs de Montréal, si je ne me trompe pas, pendant le conflit. Bien, il y a une chose qui s'appelle la question préalable, la demande du vote. Si l'Assemblée a duré jusqu'à 1 heure du matin, j'en ai présidé aussi des assemblées, Mme la Présidente, n'importe qui, n'importe quand peut aller au micro et dire « je demande qu'on passe au vote ». C'est très simple, la salle vote, puis on procède. Mais si ça a duré jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin, c'est qu'il n'y a personne qui est allé au micro pour demander ça. Ça veut dire qu'il y avait besoin de discuter encore. Je ne comprends pas comment le ministre va vouloir appliquer ça. Il va mettre des heures limites dans son projet de loi. Une assemblée syndicale ne peut pas excéder 9 heures le soir. 9h15, 9h30, on va aller préciser exactement c'est quoi à la minute près la durée de l'Assemblée générale. Si l'Assemblée générale vote, si les membres présents votent pour continuer l'Assemblée, ils auront-ils le droit? Ils vont être en conflit de légalité avec le projet de loi du ministre. Il faut comprendre, là, les gens, il y a 8453 accréditations syndicales au Québec. Il y a des milliers d'assemblées à chaque année. Alors, de prendre un exemple de manière erronée en plus pour dire qu'il faut tout changer, il faut tout révolutionner, je ne trouve pas ça correct. Parce que la réalité, c'est que c'est plein de bénévoles, de gens qui veulent faire fonctionner leur démocratie locale et qui la font bien fonctionner. Puis là, on est en train de vouloir comme un peu noircir un tableau qui n'a pas besoin de l'être et qui n'a pas lieu de l'être. L'autre aspect qui est utilisé ad nauseam par le gouvernement, c'est la fameuse loi 21 contestée par la Fédération autonome de l'enseignement. Bien, disons-le d'emblée, si demain matin, la Fédération autonome de l'enseignement se retire, la contestation va continuer. Il y a plusieurs groupes qui la contestent. Ils ont regroupé ensemble les poursuites. Fait que même si la FEA, demain matin, se retirait, la poursuite va continuer. Ça ne changera absolument rien. Elle va aller en Cour suprême pareil. Cette loi-là, c'était écrit dans le ciel, on l'avait dit, c'est ça qui est en train d'arriver. C'est normal que des organisations syndicales poursuivent des lois. Il y en a eu plein dans le passé. Il y a eu l'équité salariale, il y a des poursuites en ce moment sur le travail supplémentaire obligatoire, il y a des poursuites sur des lois spéciales. L'arrêt Saskatchewan, que le ministre connaît très bien, bien, c'est l'issue d'une poursuite syndicale. C'est normal, c'est des organisations qui sont dans la cité, qui évoluent, qui ont des choses à dire, puis les membres ont des choses à dire à cet égard-là. Alors, j'espère que le ministre va s'armer de meilleurs arguments si jamais il veut aller de l'avant avec son projet de loi, parce que moi, j'en ai des pas pires à lui servir. La suite des choses, là, elle n'est pas écrite, puis le ministre, il y a encore l'espace pour retirer son projet, en fait, pour ne pas le déposer et nous éviter un mélodrame québécois et de la chicane, alors qu'on est supposé se serrer les coudes dans la guerre tarifaire de M. Trump. Merci. Merci, M. le député. Je cède maintenant la parole au ministre du Travail. Monsieur le ministre, je vous rappelle que vous avez 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. À mon tour, il faut certainement que je souligne la civilité et le respect qui guident nos discussions, mon collègue d'Hochelaga Maisonneuve et moi, et que j'anticipe poursuivre de la même façon dans l'avenir. Les syndicats au Québec ont, continuent et continueront de jouer un rôle social important. N'eût été du coulage auquel a contribué mon collègue d'Hochelaga Maisonneuve, j'avais une rencontre le 25 septembre avec les grandes centrales syndicales, puis après ça, les syndicats sectoriels, donc CSN, FTQ, CSQ, CSD, puis ensuite l'APTS, la FIC, la FAE et d'autres de la fonction publique. C'est important pour moi de partager des bonnes pratiques qui ont été mises en place suite à des cas qui ont été révélés sur la place publique. Puis il y a des cotisations qui ont malheureusement été utilisées de façon incompatible avec la volonté des salariés. On pense à des contestations judiciaires d'une loi qui concerne la laïcité, un principe auquel adhère la majorité des Québécois sans l'expression de la volonté des syndiqués. Est-ce que les cotisations peuvent ou doivent servir à ça? Il y a eu des participations à des mouvements sociaux. Tout ce qu'on dit, c'est que la transparence est un atout pour tout le monde. Puis, ce n'est pas tous les syndicats qui sont concernés de la même manière. Puis, j'ai échangé avec des leaders syndicaux qui ont des pratiques, qui ont modernisé leurs pratiques. Mais il y a encore beaucoup trop de cas de mauvaise utilisation des cotisations syndicales. C'est au-delà de 1,5 milliard de dollars par année. Il y a eu encore hier, dans mon propre comté, le syndicat des cols blancs de la ville de Trois-Rivières avec le syndicat canadien de la fonction publique, une fraude. Il y a des enquêtes,
mais ça serait un montant de 200 000 $. Il y a eu aussi, malheureusement, un sentiment d'opacité qui s'est développé dans la gestion des cotisations qui demeure. Et c'est pour ça que l'imputabilité puis la transparence s'imposent. Il y a eu des dépenses déraisonnables, vous le savez, puis j'aime pas y faire référence, mais le voyage à Dubaï de la présidente ainsi que certaines de ses collègues de la FTQ, est-ce que les salariés syndiqués sont à l'aise avec ça? Il y a eu des cas de vol de temps, donc des maisons de représentants syndicaux qui étaient rénovées et les cotisations syndicales étaient utilisées à des fins dans des contextes de même inappropriés. Il y a eu aussi des frais de repas excessifs. Il y a eu de l'achat de boissons impliquant de l'alcool, des montants relativement exorbitants. Donc, tout ce qui nous intéresse, c'est pas que les syndicats transmettent des informations au gouvernement, c'est pas que les syndicats fassent des redditions de comptes au gouvernement, mais qu'ils soient transparents, qu'ils soient imputables. C'est ça notre intention. Évidemment, par respect pour les parlementaires, je ne pourrais pas aller dans le contenu du projet de loi qui sera déposé d'ici quelques semaines, mais ça a été important pour nous d'identifier les bonnes pratiques, de s'en inspirer et de dialoguer, puis la porte est tout le temps ouverte avec les centrales syndicales. C'est pas, comme on a constamment répété, de museler les syndicats. C'est pas d'interdire aux syndicats de contester la constitutionnalité, par exemple, de la loi sur la laïcité. C'est de dire, faites-le, vous êtes tout à fait autorisé à le faire, mais obtenez l'assentiment, par exemple, d'une majorité des salariés syndiqués qui sont dans vos unités d'accréditation syndicale. La même affaire pour participer à des activités de politique partisane. Puis quand je réfère à la gouvernance, c'est s'assurer que les votes de grève soient pris dans un contexte où il y a des conditions favorables à l'expression de la volonté des salariés. Une grève, ça a des impacts sur les syndiqués, les enfants, les familles. C'est important que les votes soient pris de la façon la plus démocratique possible. Alors, on aura sûrement l'occasion d'en rediscuter. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre. Donc, maintenant, Monsieur le député, je vous cède à nouveau la parole pour votre droit de réplique pour 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. D'abord, là, un fait, là, le Code du travail, l'article 47.1, j'ai vu ça circuler sur les réseaux aujourd'hui, précise déjà une association accréditée doit divulguer chaque année à ses membres ses états financiers. Elle doit aussi remettre gratuitement aux membres qui en fait la demande une copie de ses états financiers. C'est déjà dans la loi, c'est déjà la pratique, Madame la Présidente. Moi, là, je suis tanné qu'on prenne quelques cas. Je ne suis pas en train de contester la véracité. Je les ai lus, les articles de journaux. Je les ai dénoncés aussi, ces affaires-là. Je ne suis pas en train de contester ça. Je suis en train de dire qu'il y a 8 400 conventions collectives au Québec. Le monsieur le ministre me parle d'1,5 milliard de cotisations syndicales. Y a-tu fait le calcul des cas de fraude, là? C'était quoi le pourcentage que ça représentait sur 1,5 milliard? Des fraudes, il y en a partout. Il y en a des organismes publics, il y en a des entreprises, il y en a partout de la fraude. Pourquoi tout à coup, on cible le milieu syndical? Puis là, il faut faire le grand ménage, comme si tout était tout croche dans ce milieu-là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est des gens qui travaillent bénévolement la plupart du temps pour faire vivre leur démocratie. On me donne des leçons sur telle dépense. Madame la Présidente, faut-il rappeler le scandale il y a 2 ans sur les cocktails de financement des ministres, où est-ce qu'on négociait que tu pourrais avoir ton 2 minutes avec le ministre si tu payais ton 100 $ pour venir au cocktail. Ça nous donne des leçons sur la gestion des finances d'organismes. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir un peu à ce qui a été fait comme pratique. Ce qu'on veut du côté du gouvernement, là, c'est réduire, peut-être pas museler, mais réduire beaucoup l'expression des syndicats. On est tanné du côté d'un gouvernement, puis c'est pareil dans les autres partis de droite, dans les autres pays. On veut arrêter que les syndicats se prononcent sur les RQAP, sur le régime forestier, sur l'assurance chômage, sur l'immigration, sur le salaire minimum. On ne veut plus qu'ils parlent de ça, on ne veut plus qu'ils nous dérangent. Bien, c'est dommage, c'est des travailleurs, ils ont des choses à dire. Ça les concerne eux aussi, c'est des citoyens. Puis le travailleur, c'est un citoyen, des choses à dire sur l'espace public, il va continuer à le dire. Affaiblir le milieu syndical, c'est affaiblir la classe moyenne. Puis au Québec, on en a besoin de notre classe moyenne forte, puis c'est à travers l'appareil syndical qu'on va en sortir. Merci.
Merci, Monsieur le député. Ceci met fin au débat de fin de séance et je suspends les travaux jusqu'à 14h30. Merci.